Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui vont bien flipper. J'espère qu'elles vont vous plaire, en tout cas moi j'ai pas beaucoup de news à vous apporter. Si ce n'est que la BD avance bien, j'ai trouvé d'autres histoires à vous raconter. Et voilà, en tout cas si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est ce qui m'aide le plus et comme ça te permet de louper aucun épisode. Là je parle à toutes les personnes qui payent un abonnement sur Spotify pour écouter de la musique, sachez que les vidéos sont également disponibles en podcast. Et c'est plus simplement des podcasts où on écoute, où il y a que le son, en fait maintenant il y a carrément la vidéo. Donc j'ai envie de dire, c'est exactement comme YouTube, vous avez la vidéo, vous pouvez même verrouiller le téléphone et que la vidéo continue, chose que vous ne pouvez pas faire sur YouTube si vous n'avez pas l'abonnement premium. Et gros point très important, c'est que si vous payez l'abonnement pour la musique sur Spotify, vous n'avez pas de pub. Ce qui veut dire que vous pouvez être plongé dans l'histoire pendant 35 minutes sans avoir une seule pub, et ça malheureusement, c'est un petit peu différent sur YouTube. Et si jamais il n'y a pas que sur Spotify que c'est disponible, il y a sur Apple Podcast, Deezer, mais Deezer ils ont un petit peu des problèmes avec la mise à jour des flux, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'épisodes de retard. Donc malheureusement, je vous conseille plutôt Spotify ou à la limite Apple Podcast. Voilà, petit rappel fait, n'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Maëlle. Maëlle est conseillère bancaire depuis plusieurs années, et ce matin, il ressemble à exactement tous les autres. Au point, en fait, où elle pourrait presque le faire les yeux fermés, c'est-à-dire qu'elle arrive au boulot, elle arrive même un petit peu avant l'ouverture avec son badge à la main, elle dit bonjour à ses collègues, elle pose son sac sous son bureau et elle allume son ordinateur. Aujourd'hui, c'est une longue journée qui s'annonce parce que son agenda est plein à craquer. Les rendez-vous s'enchaînent sans vraiment de pause au milieu et elle sait que la plupart des gens qui vont s'asseoir en face d'elle ne viennent pas pour annoncer de bonnes nouvelles. Mais bon, elle nous dit que c'est un petit peu son quotidien, qu'elle y est habituée, même si parfois il y a des jours qui sont un petit peu plus durs que d'autres. Quand l'agence ouvre, les clients commencent à arriver presque tout de suite et Maëlle enchaîne les dossiers sans vraiment lever la tête. Elle écoute ses clients, elle répond, elle explique les règles, elle essaye de rester humaine tout en respectant ce qu'on attend d'elle. Et elle nous raconte qu'on lui a appris à peser ses mots tout en restant calme, même quand la personne en face d'elle commence à s'agacer un peu parce qu'elle nous explique que c'est assez courant dans le domaine bancaire. Et surtout que parfois la frontière entre une discussion très tendue et un dérapage, elle est assez fine. Ce matin-là, la jeune femme nous raconte que rien ne sort trop de l'ordinaire. Il n'y a pas un fou du bus qui commence à attaquer tout le monde ou je ne sais quoi, c'est plutôt tranquille. Elle est un petit peu fatiguée, mais rien de plus, tout va bien j'ai envie de dire, jusqu'au moment où un homme arrive pour son rendez-vous. Maëlle remarque tout de suite qu'il n'est pas comme les autres clients de la matinée, c'est-à-dire qu'il a l'air épuisé, pas seulement fatigué, mais vraiment usé, un peu comme si le mec n'avait pas dormi depuis des mois et des mois. Ce gars, il s'assoit en face d'elle, il pose ses mains sur le bureau et il reste silencieux quelques secondes. Maëlle lui laisse le temps de s'asseoir, de s'installer, parce qu'elle sait que parfois les gens ont juste besoin de reprendre un petit peu leur souffle avant de parler. Et quand il commence enfin, il lui explique qu'il est au bout du rouleau, que malheureusement pour lui, les crédits s'accumulent, que les factures s'empilent et que chaque mois, il a l'impression de couler encore un peu plus. Bon, Maëlle, elle écoute attentivement, elle hoche la tête, elle garde ce ton un peu professionnel qu'elle connaît par cœur, mais elle sent quand même que la situation de ce mec, elle est assez lourde. Et à un moment, le gars lui dit, écoutez, si vous voulez que je paye les factures, il me faut un dernier prêt. Ou alors, on les reporte de quelques mois, mais il faut faire quelque chose. Il continue en lui parlant de ses enfants, de son travail, de la peur de tout perdre. Donc, ce que Maëlle fait, c'est qu'elle ouvre son dossier sur l'ordinateur, et dès qu'elle voit l'écran, elle comprend. Il y a malheureusement beaucoup trop de factures impayées, trop de retard, trop de signaux dans le rouge et malheureusement, la décision de la banque, elle est déjà tombée. Elle n'a malheureusement aucune marge de manœuvre pour aider cet homme et elle ne peut juste rien faire. Notre amie prend une grande inspiration avant de lui répondre. Elle choisit ses mots avec soin parce que elle sait que ça peut déraper. Et surtout quand on annonce quelque chose comme ça, c'est pas évident pour la personne en face, donc elle réfléchit bien à ce qu'elle va lui dire et elle commence en lui expliquant qu'elle comprend très bien sa situation, qu'elle voit bien qu'il est en difficulté, que si ça ne tenait qu'à elle, elle l'aurait aidé, mais que malheureusement, la banque ne peut pas donner suite à sa demande. Elle explique en gros que le dossier est bloqué, que le risque est beaucoup trop élevé pour la banque et que, comme elle lui a déjà dit, ce n'est pas une décision personnelle. Bon, au début, l'homme ne réagit pas, il regarde l'écran, puis il regarde Maëlle, puis il regarde à nouveau l'écran, et tout à coup, son visage change. Sa mâchoire se crispe, ses yeux se durcissent, et quand il relève la tête pour lui répondre, sa voix n'est plus du tout la même. Il lui demande si elle est sûre, s'il n'y a vraiment rien à faire, et Maëlle, elle lui répond que oui, qu'elle a vérifié, qu'elle ne peut pas faire autrement, et que ce n'est malheureusement pas elle qui décide. Elle ne fait qu'appliquer ce qu'il y a écrit dans son dossier, et c'est tout. Tout à coup, le gars hausse un peu la voix, pas vraiment en criant, mais suffisamment pour que Maëlle sente la tension monter. Et en gros, ce qu'il lui reproche, c'est de réciter des phrases toutes faites, de ne même pas essayer de l'aider, et encore pire, de se cacher derrière des règles. Maëlle, elle tente de calmer le jeu en lui répétant qu'elle fait ce qu'elle peut dans le cadre qui lui est imposé, qu'elle n'a malheureusement pas le pouvoir de changer la décision de la banque. Mais plus elle parle, plus elle sent que l'homme n'écoute rien de ce qu'elle dit, et surtout qu'il est de plus en plus en colère après elle, alors qu'elle a clairement juste fait son travail. À un moment, l'homme se penche en avant, avec les coudes presque sur le bureau, et là, le ton devient beaucoup plus agressif.
il tape du poing une première fois, pas très fort, mais le bruit résonne quand même dans l'agence. Maëlle sursaute, quelques clients se retournent et les regards commencent à se poser sur eux. Et notre amie, elle essaye tant bien que mal de garder le contrôle de la situation, elle lui demande de se calmer, de surtout baisser la voix en lui rappelant qu'il n'est pas tout seul dans la banque. Et elle sent quand même au fond d'elle que la situation est en train de lui échapper complètement. Donc elle regarde autour d'elle, elle voit ses collègues qui sont occupés avec d'autres clients. Donc elle se dit, il faut absolument que j'agisse avant que ça dégénère. Du coup, elle se lève doucement de sa chaise, sans geste brusque, parce qu'en fait, elle a l'intention d'appeler la sécurité, et malheureusement, comme elle a déjà eu à le faire par le passé. Du coup, elle se lève de sa chaise, elle lui dit, écoutez monsieur, si vous voulez, on peut faire une petite pause pendant quelques minutes, et on reprend. Sortez prendre l'air, digérez la nouvelle, et on reprend après. Malheureusement, l'homme ne recule pas, il se lève à son tour. À ce moment-là, son regard est fixé sur elle, et Maëlle, elle comprend à cet instant précis que la situation, elle vient un petit peu de déraper. Tout à coup, elle tend la main vers le bouton qui se situe sous son bureau, qui est en réalité un bouton d'urgence, pour en gros avertir des gens dans la banque en mode « c'est la merde, il faut intervenir ». Évidemment, l'homme voit le geste de Maëlle, donc il s'avance d'un pas. Maëlle, elle se bloque, elle s'arrête. Elle n'a même pas le temps d'appuyer sur ce bouton, qu'il est déjà trop près d'elle, et il lui dit de ne pas toucher à ça en la menaçant et en lui disant qu'elle n'a pas intérêt à faire ça si elle tient à sa vie. Donc clairement, il est en train de la menacer. Maëlle retire sa main du bouton, l'homme jette un coup d'œil autour de lui. Il voit les autres clients qui le regardent. Il voit aussi les collègues de Maëlle qui sont derrière les comptoirs. Et d'un coup, il a l'air de réaliser qu'il est observé de partout. Donc il tape à nouveau du poing sur le bureau, encore plus fort que la fois précédente. Et là, carrément, dans la banque, il y a des gens qui sursautent. Quelqu'un lui dit qu'il faut se calmer. D'autres reculent instinctivement de peur qu'il leur fasse du mal ou qu'ils s'en prennent à eux. Et c'est à ce moment précis que tout se met à déraper. Le gars plonge sa main dans sa veste et il sort une petite lame comme un rasoir. Et Maëlle, elle comprend immédiatement ce que ça veut dire. Elle n'a même pas le temps de reculer, qu'il l'attrape par le bras. Il la tire violemment contre lui et en une seconde, elle sent la lame se poser sous sa gorge. L'homme hurle de ne plus bouger et surtout, il appuie immédiatement sur un bouton particulier du bureau. Et Maëlle nous explique que ce bouton, en fait, il sert lorsqu'il y a un braquage ou quand il y a des mouvements un petit peu particuliers et suspects à l'extérieur. Eh bien, lorsqu'on appuie sur ce bouton, ça ferme les portes automatiques de l'agence. Maëlle, elle entend le mécanisme qui se verrouille et elle comprend qu'ils sont maintenant tous enfermés à l'intérieur. Et à cet instant, dans l'agence, il y a un silence très pesant, puis tout explose. Les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas sortir de là. Alors, vous imaginez bien, c'est la panique totale. L'homme plaque encore un petit peu plus la lame contre la gorge de Maëlle et il lui ordonne d'appeler la direction. Il lui dit de prendre son téléphone immédiatement, donc Maëlle, elle a un peu du mal à respirer. Elle obéit, elle compose le numéro, et quand la tonalité du téléphone retentit, elle sent son cœur qui bat à 1000 à l'heure, tellement elle a peur que personne ne réponde. Tout à coup, à l'autre bout du fil, une voix très neutre décroche. On lui demande son nom, dans quelle agence elle se situe, le motif de son appel. Donc Maëlle, elle essaye de parler normalement, en mode il se passe rien. Mais sa voix, elle tremble, elle articule mal, elle manque d'air, elle est à deux doigts de caner. Et évidemment, le taré lui pose encore un petit peu plus la lame sur le cou pour lui faire comprendre qu'elle doit se reprendre. Et Maëlle, contre toute attente, elle explique qu'il y a une situation grave à l'agence, qu'un client est armé et que tout le monde est en danger. La personne au téléphone ne comprend pas tout de suite, elle lui demande de répéter ce qui se passe et elle demande à Maëlle si elle est en sécurité. Et là, le fou furieux dit quelque chose à l'oreille de Maëlle et il lui dicte mot pour mot ce qu'elle doit dire. Il lui ordonne de dire que si on ne l'aide pas à trouver une solution pour son dossier, quelqu'un va mourir. Et quand la voix au téléphone commence à parler de procédures, de trucs comme ça, Maëlle sent la panique qui commence à l'envahir parce qu'elle sait que l'homme va probablement péter un câble en entendant ça. La voix au téléphone reprend cette fois-ci mais plus ferme. Elle dit qu'ils ont le dossier de cette personne sous les yeux, que la situation, c'est pas celle qui est décrite. Et Maëlle, elle entend chaque mot comme un véritable coup de massue. La personne, à l'autre bout du fil, explique que plusieurs crédits ont été contractés récemment pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec une urgence familiale et visiblement, ce sont des sommes extrêmement importantes. L'homme aurait fait des virements vers des comptes de jeux en ligne et aussi vers des paris sportifs. Donc c'est absolument hors de question qu'on lui reprête de l'argent pour que ça finisse sur un match PSG-Marseille. Ou encore pire qu'un pari sur un match de foot, sur un casino en ligne. S'il veut qu'on lui reprête, d'abord, il rembourse ce qu'il doit à la banque et ensuite, peut-être qu'on avise. Mais pour l'instant, c'est hors de question. La personne, à l'autre bout du fil, précise qu'il a déjà bénéficié de délais importants, de reports d'arrangements exceptionnels et qu'à chaque fois, l'argent a été utilisé de la même manière. Donc elle dit tout simplement que ce n'est pas une erreur, que c'est documenté, tracé et vérifié et qu'il ne s'agit pas d'un homme en grande difficulté, mais probablement de quelqu'un d'addict à des paris sportifs, à du casino en ligne, et que malheureusement, ils n'entreront pas en matière. En entendant ça, l'homme hurle, il dit que c'est faux, qu'ils veulent simplement trouver une excuse pour le laisser crever. Et à un moment, il serre son bras tellement fort autour du cou de Maëlle que elle est à deux doigts de passer de l'autre côté. La voix au téléphone, elle reste froide et elle conclut qu'aucun prêt ne sera accordé. Il ajoute même qu'aucune aide supplémentaire n'est possible et que la banque ne cédera pas sous la menace. La personne entre
Entre-temps, elle a appelé les services de sécurité, sauf qu'il y a un petit moment avant qu'ils interviennent. Et elle lui explique de relâcher Maël parce qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'y peut rien, qu'elle ne fait qu'appliquer les ordres. Et elle lui propose un rendez-vous avec la direction en personne pour en parler plus calmement. Mais comme il ne la lâche pas, Maël comprend qu'il ne cherche plus une solution, mais plutôt un ou une responsable, et visiblement, ça a l'air d'être Maël. Là, le mec raccroche le téléphone et il se tourne pour montrer Maël qui est en otage, et il dit que toute personne qui ferait le moindre geste sera responsable de la mort de Maël. Bon, je vous raconte pas que Maël, à ce moment-là, elle se dit que c'est terminé pour elle est déjà en train de faire son testament dans sa tête. Des gens reculent, d'autres restent figés sans comprendre ce qui est en train de se passer, et là, le mec se met à crier qu'il n'a pas le choix, qu'il voulait simplement qu'on l'aide, qu'il a tout essayé, et que peut-être en utilisant la violence, la direction va réagir. À un moment, pour montrer qu'il est sérieux, il attrape un client au hasard dans l'agence et il lui ordonne de poser la main sur le comptoir. Forcément, le client refuse, il le supplie d'arrêter, il est carrément en train de pleurer. Le mec, ça le met dans une colère noire, donc il appuie encore un petit peu plus la lame sur le cou de Maël. Alors le gars obéit, il pose sa main, le mec la prend, il la met entre le tiroir et il referme un tiroir métallique extrêmement lourd. Et évidemment, le client se met à hurler. Pendant ce temps, l'homme resserre le bras autour du cou de Maël et elle commence gentiment à perdre connaissance. Évidemment, le poids du corps de Maël qui est en train de se relâcher, ça surprend l'homme qui la retient d'abord un petit peu maladroitement, puis il panique complètement. Il la secoue, il l'appelle, il hurle qu'il ne voulait pas la tuer, qu'il voulait simplement qu'on l'écoute et il est complètement hystérique. Autour, personne n'ose bouger, certains clients sont en train de pleurer, d'autres regardent la scène sans réussir à réagir, et Maël ne sent plus rien. Elle ne voit plus rien, son corps est complètement inerte, et c'est à ce moment-là que des sirènes commencent à se faire entendre un petit peu plus loin. L'homme regarde autour de lui en étant complètement dépassé, sans comprendre comment tout ça a pu lui échapper aussi vite. Et au même moment, il y a des voix très fortes qui résonnent derrière les portes automatiques. C'est la police qui est en train de forcer les portes pour entrer dans l'agence, et à un moment, ils arrivent à entrer. Ils foncent sur le mec, ils le plaquent au sol, ils lui passent les menottes et il ne se débat presque pas. Les policiers, ils foncent sur Maël pour vérifier son état et heureusement qu'ils ont appelé aussi des secours en même temps, comme ça, il n'y a pas de temps qui est perdu. Là, 2 personnes l'allongent sur un brancard, on lui met un masque à oxygène et on l'emmène hors de l'agence pendant que les policiers, eux, ils sécurisent les lieux. Le client qui a eu sa main fracassée dans le tiroir, il est pris en charge. Certains sont encore choqués, ils hurlent, ils pleurent et on nous raconte que Maël, elle reprend petit à petit conscience, mais que malheureusement, elle ne comprend pas vraiment où elle se trouve. Quand elle se réveille vraiment, elle est à l'hôpital, une infirmière est là, elle lui parle doucement, elle lui explique que voilà, c'est fini, elle est en sécurité désormais et qu'elle n'a plus rien à craindre. Maël cligne des yeux, elle essaye de se souvenir et les images reviennent d'un coup et elle se met à pleurer sans pouvoir s'arrêter une seule seconde. Suite à cela, évidemment, elle a obtenu un arrêt de travail pendant de nombreux jours et visiblement, l'agence n'a ouvert que 2 jours après, histoire que l'enquête puisse démarrer et qu'il puisse récolter certaines preuves. Elle nous explique qu'après cette histoire, elle a carrément quitté son poste et que visiblement, la personne qui était à l'autre bout du fil, donc le membre de la direction ou un manager ou je ne sais quoi, il a été licencié et même poursuivi en justice. En fait, la raison elle est simple, c'est qu'il était au courant qu'une de ses employées était entre guillemets prise en otage ou sous la menace de quelqu'un, et il a préféré adopter un ton très ferme en mode on n'accédera pas à votre demande, plutôt que d'aller dans son sens ou même d'appeler la police. Certes, il l'a appelé mais à la fin de l'appel, et visiblement c'est contraire à toutes les procédures. Donc autant vous dire que cette personne est dans de sales draps. Aujourd'hui Maël va un peu mieux, mais cette histoire l'a complètement traumatisée, et je pense qu'on peut tout à fait comprendre. Après, je vais être honnête, moi il y a un détail qui me fait un petit peu douter quant à la véracité de cette histoire. Parce que dans mon esprit, dans les banques, il y a toujours une équipe de sécurité ou même des policiers qui sont prêts à intervenir en 30 secondes, 1 minute maximum. Après, peut-être que je me trompe, s'il y a des personnes qui travaillent dans une banque comme Maël, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Mais moi, ça me paraît un petit peu bizarre qu'il y ait autant d'attentes avant que des équipes de sécurité interviennent. Parce qu'on a des caméras de surveillance, on a des systèmes d'alarme, on a des boutons qui déclenchent je ne sais quoi. Après, je ne suis pas banquier, je ne travaille pas dans la banque, donc probablement que je me trompe. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. Reprenez une petite boisson, un petit truc à grignoter, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Julien. Julien a 33 ans et ça fait presque 10 ans qu'il est gardien de prison. C'est un boulot qu'il connaît par cœur maintenant avec ses règles, ses tensions, ses habitudes et surtout avec ses flots permanents d'insultes, de provocations et de menaces qui finissent presque par devenir quelque chose de normal quand tu travailles dans ce domaine. Avant de devenir gardien de prison, Julien n'avait jamais imaginé faire ce métier. Ce n'était pas un rêve ni une vocation en fait, il nous raconte qu'il arrivait là un petit peu par hasard. C'est arrivé à un moment où il fallait surtout qu'il ait un boulot stable, histoire de pouvoir recevoir un revenu et simplement vivre. Il nous raconte que ce travail, il l'a un petit peu appris sur le tas, en regardant les anciens, en écoutant plus qu'en parlant, et il a vite compris quelque chose, c'est que dans ce milieu, c'est pas forcément celui qui crie le plus fort, qui tient le plus longtemps, mais c'est plutôt celui qui sait rester calme, quoi qu'il se passe. Les premières années, ça a été les plus compliquées, avec des cris, de la tension permanente et une sorte d'impression d'être toujours sur le fil et de ne jamais avoir de temps pour souffler. Ça lui est même arrivé de voir des collègues qui pètent complètement un câble, d'autres qui finissent en burn-out. Et il nous explique qu'il y a un phénomène qui est assez particulier, c'est
À force d'être dans un milieu où il y a des insultes, où il faut un petit peu jouer au dur, eh bien, il a l'impression que certains collègues, en fait, ça les a transformés, dans le sens ils ne ressentent plus rien. Mais notre ami, apparemment, il a trouvé son équilibre. C'est pas en devenant froid, mais en se construisant une sorte de carapace, juste assez, histoire de faire son travail correctement. J'ai les fesses de fou du en pleine tête, je suis désolé, c'est un petit peu désagréable. Allez, foutu. Julien, il nous raconte qu'il y a une règle en prison, c'est que la moindre faiblesse, elle finit par se payer. Tu n'as pas le droit de montrer que tu es faible ou de montrer une sorte de mini brèche, parce que forcément, à un moment ou un autre, un détenu va s'en servir. Il y a une chose aussi qui est très importante et qu'il a apprise justement sur le tas, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Les gens qui sont détenus ici, ils s'en prennent pas à un gardien en particulier, mais plutôt au poste qu'ils représentent. Moi, d'ailleurs, ce point-là, c'est quelque chose dont je parlerai en podcast, mais c'est un élément que j'ai compris aussi sur internet et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est de ne jamais écouter tout le monde. En fait, je l'ai bien vu, lorsqu'on fait une vidéo, s'il y a plus d'une personne qui la regarde, forcément, il y aura des avis qui sont divergents. Une personne va me dire « mais ton histoire c'est de la merde, elle est beaucoup trop longue, il y a beaucoup trop de détails ». Et une seconde après, il y a une autre personne qui va venir commenter, qui va me dire « Melvin, ton histoire, elle était incroyable, c'est ma préférée sur la chaîne. Elle est trop courte, j'aurais voulu que ça dure le double de temps. » Et là, lorsqu'on a ça sous les yeux, on comprend vite par A plus B que on ne plaira jamais à tout le monde. C'est pas tout à fait pareil pour Julien dans notre histoire, mais pour moi, ça a un petit peu un lien. Dans son service, Julien est connu comme étant quelqu'un de calme, c'est pas le genre de mec à crier ou à chercher l'affrontement avec n'importe quel détenu. Au contraire, lui, il applique les règles, il fait ce qu'il a à faire et il passe à autre chose. Parfois, ça arrive que les détenus essayent de le provoquer un petit peu parce qu'ils savent qu'il est très calme comme mec, mais comme il ne mord jamais à l'hameçon, eh bien, ils finissent par se lasser. Quand il rentre chez lui le soir, il coupe totalement avec ce monde-là, avec son travail, et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Et aussi, il évite d'évoquer trop le sujet à sa famille pour ne pas les perturber parce que, des fois, il voit que c'est pas simple. Il retrouve sa femme, ses 2 filles, et ils ont leur routine à eux. Et lorsqu'à table vient le moment où on lui pose la question « Comment s'est passée ta journée au travail ?», eh bien, il l'évoque très vite fait, de façon très générale, et il passe vite à autre chose. Notre ami nous raconte que sa famille, c'est tout simplement ce qui le maintient en vie, et c'est aussi ce qui lui permet de faire ce métier sans se laisser bouffer, et surtout, sans devenir dingue. Le jour où ça se passe, son histoire commence comme tous les autres jours, c'est-à-dire que Julien prend son service comme d'habitude, il fait sa ronde, il vérifie les cellules, il répond aux demandes habituelles, donc rien ne sort de l'ordinaire. À un moment, il a une petite altercation avec un détenu, vraiment un truc minuscule. Il lui fait simplement une remarque un petit peu sèche parce qu'il n'a pas respecté le règlement. Il dit ça devant d'autres détenus, mais Julien, il ne ose pas non plus la voix, il s'énerve pas, il rappelle simplement le règlement. Ensuite, une fois que c'est fait, il continue son chemin, donc dans sa tête, l'histoire, elle est terminée. Sauf que, malheureusement, pour le détenu, visiblement, c'est pas le cas. Car plus tard, Julien remarque que lorsqu'il passe devant sa cellule, le détenu le fixe avec insistance, et première chose qui le perturbe, c'est qu'il le regarde pas avec un regard de colère ou de haine, mais plutôt en mode « j'en ai rien à secouer, mais juste je te fixe ». À un moment, l'homme lui murmure des trucs du style « je vais te buter » ou encore « t'es un homme mort ». Et le ton sur lequel il dit ces phrases, c'est comme si c'était une discussion banale. Julien, il s'embalèque, il en a rien à faire, il répond pas. Il continue sa ronde parce que pour lui, ce sont des paroles en l'air. C'est des phrases, en fait, c'est devenu son quotidien d'entendre ça, donc voilà, ça l'impacte pas. Mais le truc, c'est qu'avec ce détenu, les menaces, elles continuent jour après jour. C'est toujours avec ce même ton posé et cette même tranquillité qui fait presque au final flipper Julien, mais ça change pas son comportement. Il fait bonne figure, il ne montre rien, il ne réagit surtout pas, parce qu'il en est persuadé, et d'ailleurs ça s'est confirmé par le passé, que répondre à une insulte comme ça ou à une agression, eh bien, ça ferait que nourrir le jeu du détenu. Cette petite altercation, il décide de ne pas aller spécialement en discuter avec ses collègues parce que, c'est quelque chose de quotidien pour à peu près tout le monde. C'est un petit peu comme moi qui suis enseignant, si à chaque fois que je vais vers mes collègues pour leur dire écoute, il y a un étudiant qui a parlé un petit peu trop fort, j'imagine que non seulement moi ça va me saouler, et mes collègues aussi. Un matin, tout bascule. Julien se retrouve seul dans un couloir avec ce détenu, il n'y a presque personne autour, l'homme s'arrête, il regarde Julien droit dans les yeux, et là, il lui dit un mot qui est très bizarre. Ce mot, c'est le prénom de sa femme, ensuite c'est celui de sa première fille, puis de la deuxième, et il lui demande simplement comment elles vont. Julien reste figé une seconde, juste assez pour sentir quelque chose de froid qui lui traverse tout le corps. Il ne répond pas, il ne pose pas de questions, il repart comme si de rien n'était, parce que montrer la moindre réaction dans ce cas-là, c'est juste avouer une victoire pour le détenu. Donc il s'éloigne, mais il ne se sent pas bien du tout. Dans sa tête, il cherche une explication, il se dit que ces infos, elles ont peut-être fuité, elles ont circulé dans la prison, que peut-être il a laissé traîner des choses sans s'en rendre compte, mais que forcément, derrière tout ça, il y a une explication logique. Et surtout, il nous explique qu'il se raccroche à une idée extrêmement simple, c'est que cet homme est enfermé derrière des barreaux, donc techniquement, il ne peut rien faire. Julien continue de travailler comme d'habitude, mais
depuis ce moment-là, quelque chose change. Les mots de ce détenu, donc le prénom de sa femme et de ses 2 filles, lui reviennent sans cesse en tête. Il repense à sa voix, à son calme, à son absence totale d'émotion, et au fait qu'il n'ait pas cherché à impressionner Julien, ni même à lui faire peur, mais plutôt, il lui a simplement balancé comme ça des noms. Julien essaie de se convaincre dans sa tête que ce n'est rien, qu'il dramatise peut-être pour rien, qu'après tout, en plusieurs années de travail, il a vu bien pire que ça. Donc, il passe à autre chose. Plus tard, au moment de la promenade, le détenu s'approche encore de lui. Il se penche légèrement et il lui glisse, presque comme un commentaire anodin, que c'est fou, comme l'école de sa petite fille laisse souvent la grille ouverte, et que n'importe qui pourrait repartir avec un enfant sans que personne ne s'en rende compte tout de suite. Une fois qu'il a dit ça, il lui fait une petite tape sur l'épaule, il sourit, puis il s'éloigne tranquillement, comme si de rien n'était. Là, Julien, il se fait dessus, il se dit, mais ce mec, c'est un malade. Il comprend que là, c'est plus une menace comme ça lancée au hasard. C'est plus genre un détenu qui fait le show pour impressionner les autres. C'est quelqu'un qui est extrêmement renseigné et qui a probablement des contacts à l'extérieur. Après avoir entendu ça, Julien reste droit, il ne montre rien. Il continue son service comme si de rien n'était, mais intérieurement, il est effondré. Il termine sa journée avec cette phrase qui tourne en boucle dans sa tête. Il fait tout mécaniquement, il répond quand on lui parle, mais il est complètement absent. Et lorsqu'il quitte la prison à la fin de la journée pour rentrer chez lui, il observe tout différemment. Il regarde en détail ce qui se passe dans la maison, il regarde ses filles jouer, il écoute sa femme qui lui parle de sa journée, et il a une impression que quelque chose est en train de lui échapper. Il sait bien que s'il arrive quelque chose à sa famille, il ne pourra jamais se le pardonner. Donc, à partir de ce moment-là, il fait attention aux moindres détails. Il regarde l'heure de sortie de l'école de ses filles, il demande toujours à sa femme si ça va et comment sa journée s'est passée, et ce genre de choses. Pendant les jours qui suivent, le détenu continue de le provoquer. Notre ami, il sait bien que ce mec attend qu'il manifeste une réaction pour lui montrer que il est plus fort, que c'est un beau gosse et tout. Mais, mes amis, à un moment, tout va basculer. On est à peu près midi, Julien est à la prison en train de travailler, quand tout à coup, son téléphone se met à sonner. Bon, il répond, à l'autre bout du fil, c'est sa femme, et il remarque très vite un détail, c'est que par rapport à d'habitude, sa voix est différente. Elle a l'air toute stressée, elle parle vite, elle cherche ses mots, et là, elle lui annonce quelque chose de terrible. Ce midi, leur fille n'est pas rentrée de l'école pour venir manger comme à son habitude. Julien, il ne répond pas tout de suite, il écoute, il essaye de comprendre, et là, sa femme lui explique qu'elle a appelé la directrice de l'école, que celle-ci lui a dit que la fille était bien sortie à midi, mais personne ne sait où elle est passée ensuite. Julien, immédiatement, il prévient son superviseur, il explique brièvement qu'il a un problème familial assez grave, il prend ses clics et ses claques, et il démerde. Il roule très vite en direction de chez lui, et dans sa tête, tout est clair. Il ne se demande même pas si c'est un accident, ou elle s'est perdue, ou un truc comme ça. Il sait très bien ce qui s'est passé. Quand il arrive chez lui, sa femme est en larmes avec le téléphone à la main. Elle a déjà appelé tous les parents d'élèves et des voisins, mais personne n'a vu leur fille. Là, les minutes passent, et l'attente, vous imaginez bien, elle est insupportable. Julien, il fait les 100 pas dans le salon, il regarde la porte, il regarde l'heure, il pense à ce putain de détenu, à l'école, à la grille, puis le téléphone sonne, et lorsqu'il décroche, il s'attendait pas à voir une telle personne à l'autre bout du fil. Cette fois, c'est une amie de sa femme qui parle aussi très vite, qui est complètement essoufflée, et qui lui dit qu'elle a retrouvé la petite. Elle l'explique en gros très brièvement qu'elle a retrouvé dans un fast-food, assise à une table avec un homme qu'elle ne connaissait pas du tout. Et la femme l'a reconnue, du coup elle s'est approchée, parce que elle a bien vu que la personne, elle ne savait pas qui c'était, et elle a très vite compris que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle a demandé à leur fille qu'est-ce que tu fais là ? Elle a répondu naturellement que c'était un ami de son papa. Il était venu la chercher à l'école et qu'ils allaient manger avant de rentrer à la maison. Et en entendant ça, son amie, elle n'a pas réfléchi une seule seconde. Elle a pris la petite par la main, elles se sont levées et elles se sont barrées. En voyant ça, l'homme a dit quelque chose derrière elle, mais la femme ne s'est pas retournée une seule seconde. Elle s'est barrée. Une fois sortie du restaurant, elle a couru dans la rue, elle a appelé la femme de Julien, mais malheureusement, elle n'a pas répondu, et que c'est pour ça qu'elle appelle Julien. Bon, notre ami en entendant cette histoire, il prend sa voiture, il se rend immédiatement à leur rencontre, et quand il arrive à l'endroit où la femme lui a dit de venir, il prend sa fille dans ses bras, et il ne la lâche pas d'une seule seconde. Là, la petite raconte ce qui s'est passé sans comprendre la gravité de la situation, et elle dit même qu'en fait, l'homme était gentil, qu'il connaissait son prénom, qu'il savait où elle habitait, et il disait même que son papa travaillait encore, donc pour elle, tout était logique. Julien remercie 1 million de fois l'ami de sa femme, il la raccompagne, puis il rentre à la maison avec sa fille. Une fois les deux arrivés, sa femme prend sa fille dans les bras en pleurant toutes les larmes de son corps, et là, notre ami lui dit qu'il doit retourner à la prison. Il ne lui explique pas tout, il dit simplement qu'il sait qui a fait ça, et qu'il a 2-3 petites choses à régler. Quand il arrive au réfectoire, il repère immédiatement le détenu, il marche vers lui sans hésiter, il s'arrête devant, et il lui hurle qu'il sait ce qu'il a fait, qu'il sait qu'il a fait venir quelqu'un pour enlever sa fille, et qu'il n'aurait jamais
dû toucher à sa famille. Avant même d'avoir terminé sa phrase, il arme son poing et il lui met une patate cataclysmique en plein dans la bouche et le détenu s'effondre. Là, il se lève en une fraction de seconde, il se rend à la table, il prend un bol de soupe qui est brûlante et il lui jette en plein visage. Pour Julien, la douleur est immédiate, il recule en criant, ses collègues interviennent tout de suite et très vite, le détenu est maîtrisé. Julien, lui, il est emmené à l'écart où on lui passe de l'eau très froide sur le visage. On essaye tant bien que mal de le rassurer, mais il n'écoute rien tellement ça lui fait mal. Et il comprend que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas une erreur ni un coup de pression. C'était un véritable message et une façon de lui montrer qu'il pouvait atteindre sa famille quand il voulait, où il voulait, et surtout, depuis où il veut. Les collègues de Julien, à ce moment-là, ils ont un bon réflexe, c'est qu'ils appellent une ambulance parce que ils ne savent pas si les brûlures sont graves. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent, Julien est emmené à l'hôpital et heureusement, les brûlures sont que superficielles parce que visiblement la soupe avait eu le temps de refroidir un petit peu. Heureusement d'ailleurs parce que ça aurait pu être bien plus grave. Et lorsque Julien quitte l'hôpital, il sait une chose avec certitude, c'est que ce travail, il n'est plus fait pour lui. Il y a beaucoup trop de risques, ça lui prend beaucoup trop de son énergie et de son âme. Et lorsqu'il arrive chez lui, il se pose dans son lit, il se met à pleurer et il ne dort presque pas durant toute la nuit. Il reste allongé, avec les yeux ouverts, à écouter le silence de sa maison. Il entend tous les petits bruits qui d'habitude sont plutôt rassurants, mais là, ils ne font que lui rappeler que tout aurait pu s'arrêter aujourd'hui. Pour lui, sa fille et plus généralement, sa famille. Pendant la nuit, il développe une sorte de toc, c'est qu'il se réveille plusieurs fois pour aller vérifier toutes les chambres. Il reste là, à l'entrée de la chambre, en train de regarder ses filles en train de dormir pendant des dizaines de minutes, et à chaque seconde, il se rend compte de ce qu'il vient de vivre. Le lendemain matin, tout s'enchaîne extrêmement vite, la police vient les voir et les questions commencent. Et Julien raconte tout depuis le début, que c'est en gros parti d'une altercation avec ce mec, qui lui a simplement rappelé le règlement de la prison et que ça a dégénéré. Il explique aussi les menaces répétées, la phrase sur l'école, puis les prénoms de ses enfants et de sa femme, et il finit par compter que sa fille a été retrouvée dans un fast-food avec ce mec, en train de manger un putain d'Happy Meal, alors que ce mec était juste en train de la kidnapper. Évidemment, les policiers écoutent attentivement Julien, ils prennent des notes, et très rapidement, grâce à la collaboration de la fille, ils retrouvent l'individu qui était avec elle au fast-food, et lorsque Julien apprend qui c'est, ça lui paraît comme une évidence. En fait, ce mec c'est un ancien détenu, quelqu'un qui connaît la prison et quelqu'un qui l'a déjà croisé. Et surtout, ce mec a déjà croisé le détenu qui a organisé tout ça. Les policiers expliquent ensuite à Julien ce qu'ils ont compris de leur plan. En fait, l'idée c'était que l'homme devait attendre la petite à la sortie de l'école, se présenter comme étant un ami du papa, l'emmener manger, la mettre en confiance, puis la ramener chez lui comme si de rien n'était. Par contre, un truc qui est particulier, c'est que visiblement, cet homme donc qui a kidnappé la fille, eh bien, il ne voulait pas de rançon ni même de violence. Il voulait simplement faire peur à Julien et à sa femme pendant quelques jours. Un petit peu comme si c'était un avertissement avant la prochaine fois, où là, potentiellement, on ne retrouve jamais l'enfant. Et surtout que c'était probablement pour montrer à Julien que, même si c'est le gardien de la prison, eh bien, selon les détenus, c'est eux qui font la loi. Quand Julien entend ça, il ne répond rien, mais il est tellement sur le cul qu'il ne sait pas quoi dire. Et il a une chose qui lui vient en tête, et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, c'est que dès le lendemain 8h, il se rend à la prison. Il rentre dans le bureau de son chef, il se pose sur la chaise, et là il lui explique que voilà, pour lui, ce n'est plus possible de continuer. Que lui, on l'insulte de cafard ou je ne sais quoi, ça lui pose aucun problème. Mais qu'on en vienne à s'en prendre à sa chair, à son sang, à sa famille, là, ce n'est plus possible, il y a des limites qui ont été franchies, et il va devoir démissionner. Son chef, il est super triste logiquement parce que Julien, c'est quelqu'un de formidable, un employé exceptionnel. Mais il ne peut que comprendre. Il lui explique aussi qu'au sein de la prison, des mesures ont été prises, que le détenu a été placé en isolement pendant de nombreuses semaines, et que d'ailleurs, il y a des procédures disciplinaires qui sont lancées, et des rapports qui sont faits pour dire voilà, ce mec est coupable, et on va le punir comme il se doit. À partir de ce jour-là, Julien il nous raconte que sa vie a été bouleversée, que tout a changé, et que plus globalement, c'est sa perception de la vie qui a changé, de profiter de chaque moment, de chaque seconde avec les gens qu'on aime. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une excellente morale à cette histoire. Il faut profiter de chaque seconde qu'on passe avec des gens qu'on aime, parce que on ne sait tout simplement pas ce qui peut arriver dans les secondes ou les minutes qui suivent. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Julien aujourd'hui, il va bien, il est heureux, ses filles aussi, sa femme également, et j'ai envie de dire, c'est ce qui compte. Voilà, cette deuxième histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez votre plus beau pouce bleu et abonnez-vous. Rejoignez-moi également sur les plateformes de podcast pour les personnes qui sont intéressées. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.